Donc, merci beaucoup pour l'invitation de prononcer une présentation, une courte présentation dans ce colloque. Lorsque l'invitation m'est parvenue en 2019, j'ai tout de suite pensé à un cas que je connais personnellement. Et comme tout bon common lawyer, je me propose de partir de ce cas-là, de vous le présenter et de réfléchir un peu ensemble. En entendant les présentations ce matin, je me suis dit que ce cas, c'est vraiment une illustration de l'effet Schweitzer, c'est-à-dire fromage suisse du formulaire. Et ma présentation se voit une plaidoirie pour le droit administratif, plus particulièrement pour les mécanismes que le droit administratif contient déjà pour répondre à ce problème, à l'effet Schweitzer du formulaire. Aujourd'hui, une très grande partie est dans une très grande diversité de domaines d'activité des particuliers sont soumises à des autorisations administratives. Et la façon dont les justiciables demandent une autorisation administrative, c'est évidemment le véhicule, c'est le formulaire. Donc, dans la plus grande majorité des cas, c'est le formulaire. Dans cette présentation, il sera le formulaire que je vous propose de regarder ensemble et le dossier. C'est un dossier en droit de l'immigration qui est une branche spécialisée du droit administratif. Et je me suis amusée à vous présenter les formulaires, en fait, dans le cas d'une demande particulière. Donc, la législation québécoise en droit d'immigration prévoit la possibilité pour un résident du Québec de parrainer ses parents ressortissants étrangers. Et pour ce faire, il doit présenter une demande de parrainage, ce qu'on appelle demande de parrainage, mais en réalité, de façon juridique, il doit soumettre à la satisfaction du ministre de l'Immigration un engagement au terme duquel il s'engage à souvenir aux besoins de son parent, évidemment, et de démontrer qu'il a la capacité financière de le faire. Et donc, pour faire cette demande de parrainage, donc soumettre avec succès sa demande d'engagement, il faut remplir une série de formulaires. Le premier formulaire s'intitule « Formulaire d'engagement ». Il comporte 8 pages. Je vous ai juste mis les pages pour voir un peu ce dont la professeure Jacob parlait dans la première partie. Il y a un visuel du formulaire, donc on voit à quoi est-ce qu'on se engage, on se prépare lorsqu'on décide d'y aller de l'avant avec notre demande. Il y a un deuxième document qui s'appelle « Document à soumettre à l'appui de la demande d'engagement ». Donc, c'est un autre formulaire qu'on doit remplir pour s'assurer que tous les documents au soutien de notre demande sont bien présents ou sinon qui sont pas pertinents. Donc, vous voyez, on a l'original, la copie, sans objet, donc toutes les possibilités dans le formulaire en question. Il y a un autre formulaire qui s'appelle « Autorisation pour la cueillette et la communication de renseignements personnels ». Celui-ci ne comporte qu'une page. Ensuite, il y a une demande de sélection permanente pour la catégorie du regroupement familial. Ce document est en théorie rempli par le parent, devrait être rempli par le parent. Évidemment, le parent souvent parle même pas la langue du pays, donc ça va être le requérant qui va devoir le remplir, l'envoyer dans son pays d'origine. Il doit revenir signer. Bon, 6 pages, notre 6 pages ici. Et enfin, on a un document qui s'appelle l'évaluation de la capacité financière, un critère essentiel de la demande, un autre 8 pages à remplir. Et enfin, il y a un formulaire pour payer les frais de la demande qui s'appelle « Paiement par carte de crédit », une autre page à remplir. Et enfin, s'il fallait contracter le ministre pour une raison ou une autre, il faut remplir un autre formulaire de contact du ministre sur l'Internet. Bon, bien sûr, on peut... Oups. Je pense que vous avez une version de la présentation qui est un peu plus vieille, mais c'est pas grave. Donc, je vais continuer sur la présentation. C'est pas tellement grave. En fait, le but de la présentation PowerPoint, je voulais pas de présentation, c'est de vous montrer les formulaires, c'est d'avoir ces images.
Bon, donc on voit c'est complexe. Bon, on comprend que le constat évident, c'est que remplir une demande pour un particulier complète sans avoir ces formulaires, c'est évidemment très difficile parce que les critères, s'assurer d'avoir une demande complète, une demande claire qui comporte tous les critères nécessaires, ce n'est pas donné à tout le monde. Même si on a une formation juridique, ça doit être très difficile. Évidemment, le formulaire est très utile pour l'administration qui peut standardiser cette information, cette collecte d'informations et traiter de façon efficace et plus rapide les demandes. Mais le formulaire comporte un désavantage majeur dans les dossiers qui ne sont pas typiques. Donc, les dossiers atypiques, dans ces dossiers-là, le formulaire peut constituer une barrière à la transmission de certaines informations essentielles pour les particuliers. Il y a un principe de droit administratif et de droit public essentiel ici, c'était dans le titre de la présentation, le principe audi alteram partem, qui pose le droit d'être entendu par l'autorité administrative, le droit de l'administré de se faire entendre par l'autorité administrative qui s'apprête à prendre des décisions majeures qui concernent sa situation juridique. Ce principe provient de la common law. Je vous ai mis sur la diapo qu'on ne peut pas voir une citation d'une décision de la Cour suprême qui date de 1959, mais je peux vous dire, dans les plus grands mots, la Cour nous dit que c'est un principe vénérable, donc un principe qui nous provient de la common law, c'est un principe vénérable, et c'est un principe, nous dit la Cour, qui relève de l'équité, c'est un principe d'une équité universelle. Hein. Évidemment, dans le droit d'aujourd'hui, ce principe se trouve codifié, plus particulièrement en droit québécois depuis 1996 dans la loi sur la justice administrative, notamment à l'article 4, qui est un article qui exprime le principe selon plusieurs règles plus particulières. Donc, la loi l'article en question prévoit que l'administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier. Bon, donc dans cette présentation, je vais vous parler très rapidement et j'aurais voulu avoir la diapo juste pour voir les dates, mais je vais essayer de bien les ponctuer pour voir en fait. Donc, je vais partir d'un dossier particulier très rapidement pour présenter les mécanismes dont on dispose en droit administratif et expliquer ou s'interroger ensemble, si vous voulez, sur les raisons pour lesquelles ces mécanismes n'ont pas fonctionné, du moins dans ce dossier en particulier. Alors, le dossier. Le requérant en l'espèce est un citoyen canadien qui a immigré au Canada en 2006 et il présente le 22 février 2018, donc on est en février 2018, une demande de parrainage afin que sa mère, qui est un ressortissant étranger, puisse s'établir au Canada de façon permanente. Le 19 mars, donc moins d'un mois plus tard, le ministre d'immigration refuse la demande d'engagement en estimant que le requérant ne satisfait pas à l'exigence d'être résident du Québec. Donc, tout le reste du dossier est complet, mais le ministre estime qu'il ne satisfait à un critère essentiel qui est le critère de résidence du Québec, donc de la province du Québec. En effet, la situation du requérant est atypique dans le sens où il est arrivé au Canada, depuis son arrivée au Canada, il a toujours habité au Québec, où il est installé avec sa famille, où depuis qu'il a obtenu sa citoyenneté canadienne, il vote, il est sur les listes électorales, il paye ses impôts à la province du Québec depuis son arrivée, sans exception, pendant toutes ces années. Mais depuis 2017, donc une année avant sa demande, il décide d'établir résidence secondaire en Colombie-Britannique où il effectue des études supérieures qui sont des études nécessaires à l'obtention d'un poste qu'il convoite
au Québec. Hein. Donc, on peut l'appeler une formation complémentaire qu'il doit chercher ailleurs. Donc, évidemment, sa résidence principale demeure au Québec, où se trouve sa famille, mais et où il revient chaque fois que ses recherches ne le tiennent dans l'ouest du pays. Bon, ben, cette situation atypique ne transparaît pas à la lumière du dossier, malgré les nombreux formulaires qu'on a vus, des pages et des pages de formulaires, puisque le ministre, ce qu'il voit, il voit une personne qui déclare sa résidence au Québec, mais il voit des bulletins de paie d'une autre province canadienne, bulletins de paie sur lesquels est inscrite une autre adresse à Vancouver, hein, dans l'ouest du pays. Évidemment, il y a 5000 kilomètres entre le Québec et Vancouver, et le ministre ne comprend pas la situation lui paraît problématique, et donc refuse sa demande. Bon, donc je rappelle, le refus de la demande en mars 2018. En mai, le 8 mai 2018, le requérant présente au ministre une demande de réexamen de sa première demande et il explique la situation atypique. 2 jours plus tard, le 10 mai, le requérant présente également devant le tribunal administratif du Québec un recours en contestation de la décision du ministre. Il fait ainsi puisqu'il essaie de conserver son droit au recours en contestation advenant le refus de sa demande de réexamen. Donc, il part avec 2 contestations. On va voir, en fait, la première est rejetée. Donc, la demande de réexamen est rejetée le 29 mai 2018. Donc, le ministre informe le requérant qu'il n'existe pas de possibilité de réexamen dans le cas des refus de demande d'engagement. Il accepte pour d'autres situations, d'autres demandes, mais pas dans cette circonstance particulière du refus d'une demande d'engagement. Le 29 août, donc quelques mois plus tard, le tribunal administratif du Québec fixe une date d'audience dans le dossier du requérant pour le mois de novembre. Une semaine avant, donc 3 jours, une semaine avant, donc le 30 octobre 2018, l'avocate du ministre contacte le requérant et lui propose d'accepter la demande d'engagement et à condition évidemment que le requérant se désiste de son recours. Le requérant accepte la proposition du ministre puisqu'il souhaite régler son dossier et le document qu'il recherche pour sa mère, qui s'appelle « Certificat de sélection du Québec », est émis 1 jour plus tard, hein, donc tout de suite, 24 heures après le désistement. Ce qui montre évidemment que sur le plan du fond, le dossier ne posait pas de problème. Dès que quelqu'un a pris le soin de regarder le dossier au niveau du ministère, la question a été réglée, mais la difficulté, c'était qu'il a fallu 10 mois jusqu'à ce qu'une personne en autorité ou qui pouvait prendre des décisions au sein du ministère avait regardé le dossier. Donc, 2 mécanismes en droit québécois qui existent et qui auraient pu répondre au problème. Le premier mécanisme relève du pouvoir discrétionnaire du ministre et c'est le pouvoir de réexamen. Je dis c'est un pouvoir, relève du pouvoir discrétionnaire du ministre, c'est parce que le pouvoir de réexamen provient de la common law, donc la loi n'oblige pas le ministre de réexaminer, il lui revient à décider s'il souhaite ou non exercer cette discrétion. On a vu, en l'espèce, il a refusé de le faire, mais il y a un autre mécanisme qui est cette fois-ci un devoir de l'administration, devoir auquel l'administration a failli dans ce dossier. Puis, il est prévu à l'article 5 de la loi sur la justice administrative, une législation qui est, du moins chez les publicistes, je pense au Québec, acceptée comme un fleuron du droit québécois, hein, cette loi sur la justice administrative qui a été adoptée en 1996. Et cet article 5, heureusement que j'ai pris des notes, bien que je ne les suive pas, parce qu'au moins j'ai le texte de l'article que je trouve intéressant à le mentionner. Donc, il dit ceci: l'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire, ou, c'est ce qui nous intéresse, une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation, sans au préalable, là je vais vous épargner le reste, mais l'idée c'est sans au préalable
avoir informé l'administré de son intention, lui envoyer un avis pour lui dire qu'il s'apprête à prendre une décision défavorable à son égard et lui accorder un délai pour que l'administré réponde ou autrement dit se défend. Évidemment, dans notre dossier, si c'était le cas, le dossier aurait pu être réglé au mois de mars, hein, donc avec peut-être un petit retard de 2 semaines, et on n'aurait pas dû vivre les 10 mois qu'on a vécu. Il faut que je vous dise également que dans ce dossier que je connais particulièrement, et j'imagine que c'est pas mal le cas de la majorité des dossiers administratifs, on a l'impression que la justice administrative est légère. Et moi, j'ai enseigné à mes étudiants avec beaucoup de conviction avant 2018 ceci. C'est une justice plus facile, elle est rapide, il n'y a pas beaucoup de... c'est pas la même paperasse que dans la justice judiciaire. Écoutez, ce dossier a eu... donc, la demande de révision administrative comportait 44 pièces justificatives. Au total, elle totalisait 196 pages en 2 exemplaires. Et le recours devant le tribunal administratif du Québec avait comporté 45 annexes pour un mémoire de 16 pages, et donc pour le total de 220 pages en 3 exemplaires. Hein. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas du tout facile. Et on parle ici d'un dossier où les personnes sont scolarisées et ont des études en droit. Donc, une possibilité de se défendre plus importante que la moyenne de la population. Et on ne parle pas ici des populations défavorisées, je parle de la moyenne. Évidemment, si on est dans la catégorie, on a des problèmes de compréhension de la langue, du système judiciaire, là, on est complètement dépourvu, en fait, de possibilités d'attaquer ces décisions. Je voudrais terminer par... une mise à jour et quelques réflexions. Donc, d'abord, sur les 2 mécanismes. Sur le pouvoir de réexamen, évidemment, il relève de la discrétion du ministre. Il faut dire que le législateur est intervenu en 2016 pour inscrire, codifier le pouvoir de réexamen dans la loi sur l'immigration. Et cette disposition est entrée en vigueur en 2018. J'avais sur la diapo, mais vous pouvez consulter le site du ministre, je l'ai consulté avant-hier, et encore, dans les directives que le ministre donne sur la façon dont il exerce cette discrétion, il exclut explicitement encore la possibilité d'un réexamen en cas de refus d'une demande d'engagement. On pourrait se demander, évidemment, si cet exercice du pouvoir discrétionnaire est légal. Est-ce qu'il se fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire en tenant compte de l'objectif poursuivi par la loi habilitante qui est la loi sur l'immigration. Donc ça, c'est sur le pouvoir de réexamen, une réflexion qu'on pourrait faire là-dessus. Évidemment, le législateur pourrait intervenir pour imposer, comme il le fait dans d'autres schémas législatifs et dispositifs législatifs, où il impose aux décideurs administratifs cette obligation de réexaminer les décisions initiales. Mais ce qui est plus problématique dans ce dossier, c'est le non-respect par le législateur, par l'autorité administrative d'un devoir légal qui est très clair dans la loi sur la justice administrative. Et c'est une question qui est très inquiétante puisque je l'ai cru acquis toujours avant 2018. Je disais, aujourd'hui, c'est rare qu'une autorité administrative ne respecte pas ce préavis, cette question du préavis. Et je vois 2 façons pour y remédier, mais l'une des pistes, ça serait une meilleure éducation juridique de la fonction publique et même peut-être une formation obligatoire juridique pour les personnes dans la fonction publique qui exercent des pouvoirs discrétionnaires qui ont un impact sur les administrés. Donc, mais je pense, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion à faire. Je vais terminer par ce commentaire. On ne peut pas mesurer aujourd'hui, je pense, la façon... C'est-à-dire c'est une recherche à faire par les juristes, mais également par des personnes qui travaillent dans l'administration publique pour voir dans quelle mesure c'est un problème généralisé
dans quelle mesure la justice administrative n'est pas bien appliquée par ceux qui sont appelés à le faire, donc par les autorités administratives au Québec. Et ça revient un peu à ce dont le professeur Issalis parlait pendant son intervention de cet avant-midi, la question du dialogue. Hein. Est-ce qu'il y a un dialogue réellement? Parce que l'article 5 de la loi sur la justice administrative invite au dialogue entre l'administration et l'administré. S'il avait juste pris la peine d'envoyer un avis ou prendre le téléphone, toutes les coordonnées sont évidemment dans les formulaires. C'est pourquoi on donne notre coordonnée sur le courriel. Et tout ça, ça aurait pu être réglé. Donc, une sorte de culture, on parle maintenant de la culture de la justification, mais peut-être on devrait parler aussi de la culture du dialogue pour régler ce type de problème du formulaire, les trous du Schweitzer. Merci.